Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On parle exécutif communaux donc de Conakry, Aboubacar Souma, le dindon de la farce, mon cher. Il n'y a qu'aux Guinéens de comprendre. C'est un jeu. Mais c'est bien fait pour sa gueule. Bah oui, mais honnêtement, quand même, quoi. C'est un jeu de vrai dindon. Bah ouais. Et après, quand on dit aux gens que c'est pas la peine d'aller mourir pour ces politiques-là, on vous jette en pâture, on vous prend pour un ennemi, voyez-vous, c'est ce qui se passe. Non, mais honnêtement, quand même, quoi. Non, je suis pas content de papa, donc je menace. J'ai bien aimé quand même la réaction de l'UFR, si tu veux, parce que le gars, il a annoncé des trucs quand même, et il a été démenti, je veux dire, par le parti de Sidia Touré, comme quoi il a mis de l'argent. On parle d'argent, que d'argent dans cette histoire. J'aurais entendu parler qu'il aurait reçu 150 millions dans un premier temps, 50 millions dans un deuxième temps. Et est-ce que vous ne saviez pas, en fait, peut-être, je ne dois pas aller en ce sens-là, c'est que le monsieur, si tu veux, il a été même question de faire intervenir le président de la République pour qu'il puisse être maire de Dixine. Bah oui, voyez-vous, ce qu'il a oublié, c'est que c'était un jeu politique plus puissant que lui. Oui. Il faut se rendre compte à ce niveau-là. Moi, mon calcul, enfin, toute la nuit, je me suis mis depuis avant-hier, je me suis mis à cogiter là-dessus. J'ai essayé de faire des rapprochements. Il me semble que moi, de mon analyse, le président de la République est allé rencontrer Mamadou Sylla. Ça, c'est mon analyse. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est dit là-bas. Ça, c'est mon analyse personnelle. Ouais. Je sais que ce que je pense, c'est que le président de la République est allé rencontrer Mamadou Sylla et dire à Mamadou Sylla, écoute, il faut que tu soutiennes l'UFDG du côté de Dixine pour que le candidat de l'UFDG passe à Dixine. Comme ça, on va nous laisser tranquille du côté de Kindia. Et toi, tu vas garder la mairie de Kindia avec ton candidat de l'UDG. Et donc, pour moi, c'est un gros jeu d'alliance. On va assister bientôt à d'autres soutiens du RPG du côté de Matoto et du côté de d'autres mairies qui ne sont pas encore installées. Il faudrait que les politiques là comprennent quelque chose. En tout cas, les petits politiques, hein, ce qui vient d'arriver, ce qui a attrapé les autres en cours de route, c'est que c'est un jeu d'alliance, c'est un jeu d'intérêt. Moi, j'ai rigolé un peu quand j'ai lu le message de Facebook de ce même Aboubacar Sylla disant Souma, pardon, disant que dans quelques instants, je serai élu maire de Dixine. Vos prières, s'il vous plaît. Ça fait gag sur les réseaux sociaux. C'était très viral parce qu'il y a d'autres les Guinéens se sont bien amusés avec. J'ai vu d'autres commentaires où on disait dans quelques instants, je serai reine d'Angleterre. Les grandes gueules, etc. Pour moi, il faut que les jeunes comprennent, que les gens comprennent que le jeu politique, c'est un jeu d'alliance, c'est un jeu d'intérêt. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de vérité absolue. Et donc, à partir du moment où nous comprendrons cela, je pense que nous allons arrêter de faire violence dans la rue. Nous allons arrêter de nous faire tuer dans la rue. Nous allons arrêter de casser les biens des autres. Nous allons arrêter de nous prendre un ennemi. Les politiciens sont dans une logique où tu es mon partenaire pour mon intérêt personnel ponctuel, je suis ton partenaire pour mon intérêt personnel ponctuel. À partir du moment où tu ne rentres pas dans mon intérêt, tu deviens mon ennemi. Et si demain c'est le contraire, tu deviens mon ami. Donc on est dans cette logique où la politique se fait de manière intelligente. Il n'y a que ceux qui meurent bêtement. Eh ben oui, c'est bien dit, mon cher ami. Allez-y, Titi. Non, moi je crois que c'est une belle leçon qui est envoyée aux grandes gueules, aux jeunes de Guinée qui, aujourd'hui l'a rappelé, qui meurent gratuitement pour ces politiciens. Franchement, je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Plusieurs fois dans ce studio, nous leur avons dit que il était temps pour eux de se ressaisir et en tout cas de prendre le contrôle de leur destin. Parce qu'il ne sert à rien de continuer à se faire zigouiller de la sorte depuis quand même 8 ans que cela continue. Chaque fois qu'il y a des appels à manifestation de ses opposants, de ses hommes politiques, ils se drainent, ils suivent les mots d'ordre, on va dire bêtement. Je crois qu'aujourd'hui, on a atteint un tel niveau d'irresponsabilité, passez-moi l'expression, dans le jeu politique à Guinée, mais aussi d'hypocrisie que franchement, on en est dégoûté. On en est dégoûté. Je crois que les jeunes, toute obédience confondue, doivent vraiment savoir raison garder désormais. Parce que franchement, on ne peut pas continuer à suivre ces gens-là. Ben, je te le jure. Et même les indépendants. Ils ne jouent que pour leur propre intérêt, leurs intérêts égoïstes. Le sort du peuple, le quotidien du peuple, c'est vraiment
ils s'en soucient comme de leur première chemise. Je te le jure. Donc, chers jeunes de Guinée, franchement, quand vous voyez ce qui se passe, ces jeux d'alliance, ces coups bas, ces allers-retours, ces retournements de veste, et tout ça sur fond d'histoire d'argent et tout ça. Il n'y a rien de moral, il n'y a rien de d'éthique. C'est maléfique. Il n'y a rien d'éthique. Je te le jure, mais si vous saviez ce qui se passait dans les couloirs, c'est juste incroyable. À la fin du compte, je termine. À la fin du compte, mais vous vous rendez quoi? Vous vous rendez compte, Lamine, mais ces élections, mais c'était n'importe quoi. Mais elles ont complètement été dévoyées, complètement vidées de leur contenu et de leur sens. Mais dites-moi, mais c'est pas dans cette perspective que les populations se sont rendues aux urnes le 4 février. Les populations de Guinée, je continue de le dire, ne se sont pas rendues aux urnes le 4 février pour élire un maire à qui ils n'ont donné que 800 voix. Et même pas 1000 voix. Contrairement à d'autres qui ont eu plus de 2000, 3000 voix. Je crois qu'il faut savoir raison garder. C'est triste que le parti qui n'a eu qu'un seul élu à Kindia, que c'est ce parti qui dirige Kindia. Dites-moi que c'est vraiment pas le monde à l'inverse là. Ah ben c'est le monde à l'envers évidemment. Même Guinée audacieuse. Mais j'attends de voir Domani. Je l'attends au tournant mon cher Roby. Je sais ce qui se trame. Vas-y mon cher. Mais beaucoup de choses se trament. Moi je lui en voudrais pas si elle rentre dans le jeu d'alliance et de combine, parce que de toutes les façons c'est devenu la tradition politique en Guinée que de la surenchère. Mais pour lui illustrer mes propos, pour permettre aux jeunes de comprendre, je vais leur dire une chose. Qu'ils se souviennent que avant la rencontre, avant l'élection du maire de Dixine, il y a eu cette rencontre entre le président Alpha Condé et Mamadou Sylla. Et donc, il y a cette photo entre les deux, qui était d'ailleurs très virale sur les réseaux sociaux. J'ai lu un peu les commentaires et autres posts. J'ai vu des militants de l'UFDG. Alors là, c'était pas un cadeau pour Mamadou Sylla. On l'a tiré à boulet rouge sur lui. C'est finalement le monsieur qui trahissait de gauche à droite. Et finalement, ça c'était juste à la veille, à la veille de l'élection à Dixine. Alors, le lendemain, on passe à l'élection. Eh ben, c'est Aboubacar Souma qui est jeté dans la poubelle. Et donc, du coup, le soir, on voit Dame Alimatou aller prendre photo avec celui qui était la paria du parti hier. Alors, il faut que les gens comprennent. Alors, hier, Mamadou Sylla était le démon, c'était Lucifer incarné, etc. Et après, le lendemain, il soutient l'UFDG à la mairie de Dixine. Madame Alimatou prend photo avec lui. Il devient tout d'un coup l'ange, vous savez, le plus beau, etc. Celui qui a payé. Donc, faut comprendre, le jeu politique est malsain dans notre pays. Encore une fois, il faut répéter, ceux qui meurent pour rien. Bien. Allez-y, Mafoudia. Alors, je reprends avec l'expression de Roby, le jeu politique est malsain en Guinée. Je pose cette question, pourquoi on s'allie à un parti? Je ramène un peu le débat autour, pendant la campagne, lorsqu'on a reçu des candidats qui se succédaient ici, qui étalaient leur programme. Politiquement, lorsqu'on va vers un autre politique, c'est qu'on estime qu'il y a quand même, on peut obtenir quelque chose. On vient avec un programme, par exemple pour la commune, j'envisage, j'ai un tel système pour le nettoyage. Et j'ose croire qu'en m'alliant avec ceci, je pourrais mettre en place pas tout ce que j'ai voulu faire. Mais on a jeté ça dans la poubelle, je suis désolé. Non, c'est un exemple que je veux donner. C'est-à-dire, en allant avec tel candidat, je peux obtenir quelque chose. Mais justement, au fait, je me permets de revenir parce que j'ai envie de rêver. Laisse-moi rêver ce matin. Ah, ben c'est bien. C'est vrai que c'est assez compliqué. Oui, je rêve en revenant sur ça. Je rêve en revenant sur ça. C'est comme ça que ça devrait se passer. On voudrait pouvoir voir aujourd'hui un RPG rejoindre l'UDG parce qu'au niveau du programme, il y a quelque chose qu'on peut obtenir. Mais aujourd'hui, la guerre, c'est comment placer mes hommes et à quelle fin. C'est bien sûr pour leur intérêt personnel. Ça ne fait que continuer depuis des années, c'est la même chose. C'est dommage qu'à ce stade, on ne puisse pas réfléchir et proposer aux Guinéens de bonnes choses. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on nous a servi sur le cas de Dixine. Il y a eu beaucoup de versions chez Aboubacar Souma, chez Mamadou Sylla, la présence du chef de l'État, d'accord. Mais ce que je veux un peu dire par là, c'est que ça devrait servir de leçon. Je ne félicite pas Aboubacar Souma parce que c'est sorti déjà, ça nous laisse sur notre faim. Les grandes gueules. L'UFDG en tire une leçon. Lorsque vous êtes perdant dans une commune, ça ne sert à rien d'instaurer le chaos. Je vais prendre l'exemple sur Kindia. Aujourd'hui, Kindia, des boutiques sont fermées. Je lisais hier, il y a un responsable de l'UFDG qui a claqué la porte
parce que justement, il a dit aux responsables à l'interne que ça ne peut pas être une mesure. Parce que fermer les boutiques, c'est de coincer la population. Ouais. Aujourd'hui, on a deux structures parallèles qui se réclament représentants local de la population. C'est pas possible. Ouais. Je l'ai dit la fois passée, la première fois que j'ai eu à parler de ce nouveau maire du côté, enfin du candidat de l'UFDG, M. Abdoulaye Ba. Les grandes gueules. C'est un jeune politique qui a encore de l'avenir. Il ne faut pas qu'en une fraction de seconde qu'il bousille tout, parce que ce qui est en train de se montrer là, c'est assez compliqué. Depuis qu'il y a eu l'élection de Dixine, beaucoup de gens pensent que c'était, si on veut, le deal entre le RPG et l'UFDG. Maintenant, avec ce qui s'est passé à Dixine, l'UFDG peut respirer du côté de Kindia. Ouais. Le RPG peut respirer du côté de Kindia. Absolument. Donc, ça viendrait au fait que Abdoulaye Ba arrête avec tout ce qui est en train de se faire. Mais quoi, il est important qu'on organise un peu de ce côté, qu'il n'y ait pas ces deux structures, parce que la population se perd un peu. Les boutiques sont fermées, il y a eu de la violence, les gens ont perdu. Il faut qu'on sorte de ça. Maintenant, rapidement, je reviens sur le cas Kaloum. Ouais. Et là, depuis qu'on a commencé à donner le nom des élus, je crois que c'est la première fois qu'il y a une femme qui est portée, et c'est à Kaloum. Personnellement, je me réjouis, parce que oui, parce que je suis femme. Les grandes gueules. Non. La mission, elle a son droit. C'est pas un crime. Elle a son droit. C'est pas un crime. Bah oui. C'est pas une question de genre. Elle a son droit. Non, c'est pas un crime. On peut le faire en tant que Guinéen, citoyen. On peut le faire en tant que femme, quand on sait que je fais partie aujourd'hui des jeunes qui mènent des combats pour l'épanouissement de la couche féminine. Aujourd'hui, mais la mine, c'est pas vous-même. Les grandes gueules. Qui dénoncent un peu le rôle minime qu'on donne aux femmes dans la politique. Elles viennent, elles chantent, elles dansent, mais lorsqu'il s'agit de donner des postes, elles ne sont pas là. Mais aujourd'hui, justement, elles doivent pouvoir prendre. Mais c'est comme ça que ça se passe, on leur donne. Parce que quand il y a des réunions, aujourd'hui, cette dame a pris le pouvoir du côté de Kaloum. Elle s'est fait accompagner par d'autres personnes comme Mamakalas Traoré, qui était à l'ombre, qui l'a aidé dans cette campagne. Je salue cette solidarité féminine. Aujourd'hui, elle est portée à la tête de Kaloum. J'ose croire qu'elle n'agira pas. Elle agira simplement en tant que Guinéenne. Guinéenne qui a fait des années d'études, qui a de l'expérience, qui estime qu'elle peut apporter quelque chose à cette commune. Maintenant, globalement, les élus en Guinée, c'est vrai que l'espoir, vu tout ce qui se passe, on est un peu perdu. Mais il serait important... Mais où sont passés les jeunes dans les grandes gueules? Il n'y a que des maires vieux, hein. Oui, mais nos débats, c'est vrai. Il n'y a que des maires vieux. Mais non. Donnez-moi le nom d'un jeune. Moi, je ne suis pas contre les vieux. Hein, non, mais donnez-moi le nom d'un jeune. Il n'y a que des maires vieux. Mais Ruby. Eh ben, où ça? Les grandes gueules. Mais ils sont tous à la litière de la mort. Mais attendez, le maire le plus jeune, il est du côté de Mandiana. Il y a ce maire de... Il y a cet élu de Kindia. Il y a cet élu de Kindia qu'on a aidé à s'asseoir dans la chaise. Pour moi, c'est une honte totale. Regardez, j'ai vu la photo du maire de Bofa. C'est terrible. Mais Bofa? Oui, mais... Tu connais pas le maire de Bofa? Non, mais j'ai vu les images. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais tu parles d'un décor, là, mon gars. Mais le maire de Bofa, c'est Kissing. Alors, je sais pas quel autre maire. Il n'est pas vieux. Il y a des images qui circulent. Il n'est pas vieux. Mais il n'est pas vieux, du maire dans cette zone. Ouais, mais d'accord. Mais la plupart sont des vieux. Les images qui circulent sur Facebook. Mais qu'est-ce que t'as contre les vieux? Non, mais non, je suis contre les vieux. Pourquoi? D'un certain âge. Roby. Pas les vieux comme toi, pas les vieux comme Abakar, etc. Mais les vieux d'un certain âge. Pour moi, vous savez, il y en a qui savent même pas utiliser un smartphone. Non, mais c'est la folie. À l'époque, maintenant, c'est terrible. La mairie, c'est quand même une gestion de proximité. Ce sont eux qui peuvent développer de point de vue local. On a longtemps eu des maires vieux dans ce pays. On assiste à des résultats pareils. Je pense qu'il est temps de changer. Bon, pour moi, ce n'est pas leur faute parce que tout simplement les jeunes ont démissionné. Et ben les vieux ont pris la place. Bien. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Le pouvoir d'Alpha Condé ne dit pas non à un troisième mandat. De toute façon, je crois que il est allé dans la même veine que son mentor, que son chef, à savoir le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé qui a donc toujours entretenu le flou autour de ses intentions de briguer un troisième mandat en 2020. Constitutionnellement, cela ne lui est pas permis. Les dispositions de notre constitution prévoient que un chef de l'État ne peut avoir qu'un mandat renouvelable une seule fois. Les grandes gueules. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc si, à la suite du président Alpha Condé,
un des pontes de son régime, en l'occurrence M. Nabi Youssouf Kiri de Bangoura, donc qui n'est pas n'importe qui dans l'appareil étatique, dans le système Alpha Condé. S'il va sur France 24, donc un média français de grande audience, pour répéter donc ce que son patron avait a déjà dit plusieurs fois, à plusieurs occasions, c'est tout dire sur les intentions cachées, en tout cas, du régime d'Alpha Condé ou du président Alpha Condé sur la possibilité, l'éventualité pour lui de briguer un troisième mandat. Justement, c'est une patate chaude, parce que tous les invités d'ailleurs que nous avons reçus ici, tout le monde fuit un petit peu quand on pose la question. Bien entendu. Il s'est borné, donc malgré les insistances donc, de la journaliste de France 24, il s'est borné à dire, il revient au peuple, donc au peuple donc de décider au moment voulu. Donc il invoque toujours comme le président. Le peuple a déjà décidé. Qu'est-ce qu'on raconte? C'est cela la mine. C'est ce qui est paradoxal. Donc, je ne peux pas comprendre que une question qui a déjà été absolument et totalement, définitivement, entièrement réglée par la Constitution, qu'on puisse ne pas se prononcer dans ce sens, en restant dans le droit fil de ce qui a été réglé par la Constitution. Lorsqu'on est tout le temps dans une position aussi sibylline à entretenir donc le flou, le flou artistique, je crois que ça veut dire que on n'est pas forcément dans l'option d'être légaliste, donc d'être à cheval sur ces principes constitutionnels. Donc, ce sont des questions qui sont définitivement réglées. Moi, je ne peux pas comprendre qu'au sommet, ou au plus haut sommet de l'État, qu'on en reste, qu'on en soit toujours donc à donner des réponses de ce type, à dire la question sera réglée par le peuple qui, à un moment donné, donc sera amené à se prononcer. Et ce qu'il faut dire à M. Alpha Condé, à tous les tenanciers de son pouvoir, que cette question, elle est tranchée. Le peuple de Guinée l'a déjà réglé. Le peuple de Guinée prévoit dans la loi fondamentale donc, qui régit donc, la gouvernance politique et institutionnelle dans notre pays, qu'un président de la République, il a un mandat renouvelable une seule fois. Donc, il est hors de question qu'on puisse... Donc, mais je crois que ce genre de réponse politique fait planer encore le doute. Bien entendu, ça alimente le brasier politique, mais ça fait peser de l'incertitude sur le devenir politique dans le court terme et dans le moyen terme de notre pays. Tout ça n'est pas fait pour rassurer, tout ça n'est pas fait pour garantir une stabilité et un avenir politique merveilleux pour notre pays. Justement, mais ces artisans étaient là au temps de Conté. C'est très important, Mafoudia. Je parle de Kiridi, je parle de, entre autres, Kassouri, allez-y. C'est vrai que ce sont les mêmes personnes, mais il ne faut pas oublier le fait que ce ne sont pas les mêmes périodes. À l'époque, on était en quelle année? Aujourd'hui, on est en 2018 et pas mal de choses ont changé. Déjà, aujourd'hui, quand nous nous prononçons sur cette question du troisième mandat... Allez-y. Quand nous nous prononçons sur cette question du troisième mandat, il faut dire que c'est plus par crainte. Mais sinon, la Constitution est très claire là-dessus. C'est pas possible. Parce que lorsqu'on dit que c'est au peuple de décider, justement, le peuple a décidé à travers la Constitution qui existe déjà. À travers un référendum. Qu'on ait un président et qu'on a un seul mandat, qu'on a un mandat renouvelable une seule fois. Donc la Constitution est très claire là-dessus. Seulement aujourd'hui, il y a une crainte, vu tout ce qui est en train de se passer autour de nous et tout ce qui se passe en Afrique, lorsque les présidents décident de falsifier, de reprendre la Constitution pour leur intérêt. On a vu dans pas mal de pays. Les grandes gueules. Sinon, que sur les intentions, au début, il y a quelques mois, je faisais partie de ceux qui optaient pour se prononcer carrément. Mais aujourd'hui, je veux bien me taire là-dessus. Je veux me taire là-dessus jusqu'au jour où le président de la République, en personne, dira aux Guinéens, écoutez, je veux aller à un troisième mandat. Et qu'ils nous disent pourquoi et sachent comment, et qu'ils aillent sur ce terrain. Là, tous les Guinéens de tous bords sauront quoi dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais c'est comme ça que les choses se dessinent dans pas mal de pays. C'est travailler un petit peu les esprits, en fait. Oui, c'est aussi simple que ça. À la limite, on joue avec les maires, les grandes on fait le terrain, on essaie de voir. Mais encore une fois, moi, je ne veux pas commenter les intentions sur la question du troisième mandat. Je veux attendre le jour où le président en personne décidera
d'aller vers un troisième mandat. Cependant, je ne serais pas étonné qu'il soit soutenu par des élites guinéennes, qu'il soit soutenu par des juristes, des personnes qui sont censées protéger la loi. C'est pourquoi, à ce stade, moi, je mise sur, si on veut, cette responsabilité qui devrait émaner du chef de l'État en personne, parce que la Guinée, effectivement, il n'y a pas que lui. Et lorsqu'on va sur un terrain général, c'est aujourd'hui... C'est déjà cela que de condamner ce genre de sortie. C'est-à-dire que ce genre de sortie... Non, je te contredis. Mais ce genre de réponse politique... Je ne t'en veux pas. Non, moi, c'est pas par rapport à toi. Ce genre de sortie, Lamine, c'est pas admissible. C'est pas admissible parce que il faut que nos élites politiques comprennent que c'est une question sur laquelle on ne peut pas revenir. C'est une question sur laquelle le peuple s'est déjà prononcé. Donc, le fait de ne pas reconnaître cela, le fait de ne pas se prononcer conformément à ce qui est prévu, ce qui a été réglé dans la Constitution, c'est déjà une grave faute politique. C'est déjà une menace qui pèse sur notre stabilité politique. C'est très grave. Vous savez pourquoi les gens se permettent de telles sorties? Parce que le climat s'y prête. Vous voyez, du côté de la France, par exemple, un politique venir dire, écoutez, peut-être que nous allons penser à modifier la Constitution pour que Emmanuel Macron reste. C'est pas possible à ce stade. Mais en Guinée, le climat s'y prête. Parce que justement, le débat est mené comme ça. Et justement, même dans la conscience des Africains, on est préparé. Mais sinon, on ne devrait même pas discuter de ça parce que la Constitution est claire. Mais encore, pour terminer rapidement, je veux revenir sur les dangers. C'est ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui se disent que dans quelques jours, il y aura un coup d'État au Gabon. Au fait, c'est le problème des chefs d'État africains. On ne prépare pas la relève. On se présente comme l'ultime solution. On se présente comme la meilleure personne. Je pense qu'un chef de l'État, tu viens pour un temps donné. Et évidemment, comme tu es venu, évidemment, il y a d'autres personnes qui sont en mesure de faire la même chose que toi. Je pense que quand on met sur table l'intérêt de la nation, on ne peut pas se cramponner. Mais c'est aujourd'hui un véritable problème. La relève n'est pas préparée. Au contraire, quand on est président, on s'investit pour que les institutions soient assez faibles, pour que les procureurs ne puissent rien faire, que ce soit juste des marionnettes, pour que la classe politique soit fatiguée, pour que les médias soient, je ne sais pas, corrompus, tellement de choses. Et après, lorsque ce président-là meurt, parce qu'on fait tout pour être au pouvoir tant qu'on est vivant, et quand on meurt, voyez ce qui se passe. C'est pourquoi en Guinée, les transitions, vous verrez, c'est pas démocratique. C'est pourquoi on qualifie la dernière élection des démocratiques. Parce qu'après, lorsque le président meurt, on est obligé de passer par un coup d'État. Parce que rien n'est fait pour qu'il y ait une transition paisible, normale et démocratique. Parce qu'après, c'est un président qui est là, que tout le monde soutient pour des intérêts personnels. Et lorsqu'il meurt, et voilà, c'est quelqu'un qui sort de quelque part pour dire, écoutez, comme vous ne faisiez rien de très bien, moi je me présente, je vais redresser ce pays. La transition, elle n'est pas normale. La relève n'est pas préparée. C'est à tous les niveaux. C'est d'où la crainte, mais pour le moment, encore une fois, sur la question du troisième mandat, moi, à présent, j'attends que le chef de l'État en personne se prononce. Voilà, allez-y, mon cher Zachary. Moi, je pense qu'il s'est déjà prononcé. Je pense qu'il a déjà laissé transparaître le président lui-même. Dans l'interview qu'il avait accordée à la presse nationale, Bakar était présent. La question lui avait été soulevée autour de quelle est façon. Les grandes gueules. J'ai bien perçu la réponse qu'il donnait. Par rapport à un troisième mandat, c'est même pas qu'elle est façale le problème. Un président de la Cour constitutionnelle serait simplement obligé de constater que la démarche qui est entreprise est conforme à la Constitution. C'était tout le problème du président de la République. Mais bien avant lui, beaucoup d'autres acteurs, avant le ministre Nabi Youssouf Kérédi-Mangwa, il y a beaucoup d'autres acteurs qui se sont exprimés sur le sujet. Donc, pour moi, le président de la République, c'est regardez bien ce qui est en train d'arriver. Le troisième mandat, s'il le veut, il va le prendre. Et ça va être devant nous tous. Personnellement, je sais quelle est ma position par rapport à cela. Je suis totalement contre. Je le dis, ce n'est pas du dire de ces politiques qui, autrefois, ont porté la parole de l'opposition et qui, aujourd'hui, se retrouvent du côté du gouvernement. Non, c'est un dire sincère. Je serai totalement contre la question du troisième mandat. Mais le président de la République va réussir. S'il veut un troisième mandat, il le réussira. Pourquoi ? Les journalistes, vous savez, parmi les journalistes, même si vous suivez très bien, il y en a qui sont opposition. C'est fiché. Dans leurs actions, dans leurs analyses, il y en a qui sont opposition. Parmi les journalistes, il y en a qui sont pro-mouvance. Ils sont du RPG Arc-en-Ciel. On ne s'en cache même plus. Ceux-là qui doivent constituer le rempart entre la préservation de notre Constitution et ces velléités révisionnistes, ils ne font plus leur rôle. Finalement, les plus courageux de nous seront mis en minorité.
Ça, ce n'est que journaliste. Les grandes gueules. De ces politiques que nous avons autour de nous. Mais observez bien que, premièrement, il y en a qui ne se cachent même plus. Abakar Souma, dont on parlait hier, il a dit même si Alpha voulait d'un 4e mandat, lui, il l'accompagnerait. Il y a beaucoup d'autres opposants comme ça qui l'ont déjà clamé. Des députés qui sont censés se lever pour préserver, pour protéger aussi nos lois. Ces députés, vous vous rappelez du député uninominal de Massanta qui était ici dans nos studios, qui a soutenu avec Moussa, absolument, qui a eu des grandes gueules avec la réaction de Moussa Moïse. Donc tous ces acteurs qui doivent normalement contribuer à constituer un contre-pouvoir, ils ont déjà des positions qui vont contre la loi. Et donc je pense que par rapport à cela, c'est assez clair. Maintenant, une autre raison qui me fait croire, mais la plus essentielle, qui me fait croire que le président de la République réussira la question du 3e mandat s'il le décide très très clairement, je vais vous la dire, eh bien c'est si vous voulez, la communautarisation du débat. Vous avez vu les derniers soubresauts par lesquels nous sommes passés. C'est devenu, c'est des morts. On parle de 103 morts. Mais même dans les débats sur les réseaux sociaux, la réaction d'un camp a fait que finalement tous les autres ont dit, tous les autres ont été pris à partie. C'est devenu l'histoire d'une communauté qui s'est levée contre ces tueries-là. Et je crois qu'on va également, comme en 2010, jouer sur la fibre ethnique, jouer sur la fibre communautaire, et le président de la République passera. Moi, j'ai envie de dire à la société civile, j'ai envie de dire aux partis politiques d'opposition, c'est maintenant qu'il faut réfléchir à la question de ce 3e mandat. 2020, on estime que c'est encore loin. Au lieu de se cogner, de s'achever au sujet de Kindia qui va me donner quoi, Dixine, ou bien Ratoma encore, Alpha n'y est même plus. Il a fini déjà ce calcul, il est en 2020 passé. Ouais. Je pense que c'est là-bas qu'il est. Si on ne peut pas réfléchir pour anticiper sur les réflexions du président de la République, eh bien je vais vous dire c'est fini. Bien. Le 3e mandat, il y sera. Sékou Touré a fait ses 26 ans. Le président Lansana Conté est venu, il a fait ce qu'il avait à faire. On a dit que c'était un militaire. Maintenant qu'on a un civil professeur de droit, les grandes gueules que l'on a, eh bien s'il faut encore toucher à notre constitution, j'ai envie de dire, qui ne va pas toucher à cette constitution-là? Parce que dans ces conditions, même si un autre vient demain, il va se dire, mais c'est le jeu, c'est la tradition. Il faut bien si se le permettre. Et Mafoudia, je vais vous le dire, ça va te faire mal. Il y aura des juristes qui vont vous sortir du droit. Et qui vont vous dire, il y a déjà un qui a écrit dans la revue universitaire. C'est le président Lassana Kouyaté appelle les mercenaires du droit. Exactement. Ces mercenaires du droit, il y en a déjà un qui a fait une très très belle réflexion. Difficile de lui tenir tête en matière de contradiction. De l'université de Sonfonia, dans la revue juridique de l'université. Moi, j'ai lu sa réflexion. Et bien, ce que vous appelez intangibilité constitutionnelle, et bien, il dit que le peuple est plus souverain que ça. Bien. Et donc que le peuple peut décider de toucher à ces intangibilités. Et quand il va vous sortir des textes de droit, qui va dire que c'est faux? Bien. Allez-y, Moussa. Bon là, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Allez, merci. On t'écoute, mon cher ami. Ben, sur cette question, je pense que la position de chacun connu dans ce studio, et de tous citoyens d'ailleurs, qui souhaitent que la Guinée puisse tourner les pages sombres qui ont toujours marqué son histoire, ben, tout citoyen sait que nous devons accepter maintenant d'avancer. Parce que nous ne sommes pas les seuls sur la planète Terre. Il y a d'autres pays et qui avancent, qui ont des problèmes aussi certes, mais qui avancent et qui ont dépassé ces questions préhistoriques liées à la modification constitutionnelle. Nous ne pouvons pas être là à stagner, à parler de ces questions-là. Parce que je ne suis pas contre ceux qui voudraient, au regard des velléités, au regard des signaux... Les grandes gueules. Au regard des signaux avant-coureurs qui nous sont amenés ça et là, je ne suis pas contre ceux qui veulent dès maintenant élever les défenses de la Constitution, élever les défenses de la souveraineté du peuple afin de bloquer toutes ces velléités-là. Je ne suis pas contre. Mais je souhaite faire comprendre à ceux-là qui pensent qu'au nom des juristes bien formés ou ayant un dessein assez fort pour la manipulation des textes de droit, que au-delà de l'Assemblée nationale, au-delà de ces membres de la société civile que nous connaissons et qui sortent partout à la télévision, que nous recevons dans nos émissions, il y a une grande majorité qui ne parle pas, qu'on n'entend pas, qui ne dit pas mot, silencieuse. qui ne dit pas mot. Mais écoutez, cette majorité, elle est plus forte
elle est plus puissante que toutes les personnes que nous attendons. Ils peuvent faire venir le meilleur juriste de l'université de Harvard ici pour expliquer que l'intangibilité constitutionnelle peut être détruite, peut être disséquée. Les grandes gueules. Ils ne pourront pas enlever au peuple, à cette grande majorité qui ne parle pas, qu'on ne voit pas partout dans les médias, ils ne peuvent pas enlever le droit à cette majorité-là de dire notre destin nous appartient, vous êtes gouvernants parce que nous avons décidé de vous mettre là. En fait, vous n'êtes que les gardiens du temple de la République, les gardiens de la maison, vous avez des comptes à nous rendre, vous êtes redevables vis-à-vis de nous, eh bien vous ne pouvez pas nous imposer la gestion de notre destin à notre détriment. Je pense que ça, au moins, c'est un débat qui est clair. Maintenant, l'opposition et ceux qui veulent vraiment s'élever contre toute atteinte à la Constitution doivent se préparer à comprendre que nous sommes en train d'aller vers un glissement de calendrier. Nous sommes jusqu'à ce jour en train de parler des communes. Les grandes gueules. On n'en a pas fini avec cette question. Pour une raison X ou une raison Y, il y aura déjà de plein pied, la Guinée ira de plein pied dans une sorte de rallonge de mandat sans que les politiques ne puissent voir venir le manège, parce que c'est déjà clair. Ouais. C'est déjà clair. Alors, en ce moment, l'opposition, ceux qui veulent vraiment se battre pour la République, doivent se préparer pour la prochaine législature. Parce que les choses vont se jouer là, je le dis encore une fois. Les choses vont se jouer là, à l'Assemblée nationale. C'est là-bas où tout peut basculer, c'est là-bas où tout peut être entrepris. Là-bas. Et mon petit doigt me dit, et il ne m'a pas encore menti. Monsieur le Président de la République. Pardon, excusez-moi. Non, merci. Ouais. Ne réveillez pas les morts. Ouais. Mon petit doigt me dit que l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui, ouais, avec cette relative présence de l'opposition, du groupe de l'UFR, du groupe de Cellou Dalein Diallo, mon petit doigt me dit qu'à la prochaine législature, l'opposition n'aura même pas la moitié des députés qu'elle a là-bas actuellement. Ouais. Il faut travailler à cela. Parce que c'est un plan qui est déjà en place. Il faut travailler à cela, à ce que vous soyez au moins bien représenté là-dessus, afin que l'autre camp n'ait pas la majorité absolue, si vous voulez réellement vous opposer à une quelconque modification constitutionnelle. Si ce n'est pas le cas, eh bien, écoutez, au Burkina Faso, je ne sais pas une insurrection que j'appelle, mais au Burkina Faso, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qu'on allait s'attaquer à des gens. C'est à l'Assemblée nationale que les députés ont pris leurs jambes à leur cou, ils sont sortis par la fenêtre. C'est vrai. C'est à l'Assemblée nationale, là. Ouais. Parce que les choses se jouent là. Il faudrait se préparer à cela et arrêter de tourner en rond sur des questions qui contribuent à ne pas avancer sur l'essentiel. L'essentiel se trouve devant. Il faudrait que les politiques le comprennent et je ne suis pas vraiment rassuré que l'opposition a compris qu'elle est en train de jouer au jeu, à la carte qu'on lui a servi. Bien. Voilà. Vous êtes chez les GG. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Touré, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et sur les grandes gueules. Vous êtes avec monsieur Oumar Marikou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace. Allez. Bienvenue déjà. Merci de répondre à notre invitation. Monsieur Bokar Touré, qui est fils de Stokely Aka Kwame Touré, donc cet activiste afro-américain qui a été l'époux de Myriam Makeba. Donc le couple avait vécu un temps en Guinée, s'était installé en Guinée. Alors vous rendez hommage il y a cette commémoration donc à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de votre père Kwame Touré, Stokely, je ne sais pas si je prononce bien, Carmichael. Exactement. Donc, et c'est le 24 ici à Conakry. Alors dites-nous, pour la nouvelle génération, pour les jeunes d'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas de qui on parle quand on parle de Aka Kwame Touré. Et rappelez-nous un peu son parcours, qui était l'homme. Et ça, c'est pour la gouverne des nouvelles générations. Oh, ok. Aka que vous voyez, c'est des sigles pour also known as. En anglais, ça veut dire aussi reconnu comme. Donc, son nom de naissance est Stokely Carmichael. Stokely Carmichael en anglais. Et il a changé son nom à Kwame Touré. Ce fut un activiste afro-américain reconnu parmi les grandes figures du mouvement des droits civiques aux États-Unis, aux côtés de Martin Luther King et Malcolm X. Entre autres. Ouais. Entre autres. Ouais. Reconnu comme étant la troisième personne la plus importante de ce mouvement après ces personnes. Ouais.
Et il fut un grand panafricaniste après, quand il est venu ici sur cette terre, c'est-à-dire la Guinée, avec Myriam Makeba, où il était secrétaire politique à Kwame Nkrumah et tenant de bonnes relations avec le président Sékou Touré, qui l'a protégé. Et voilà, après, il a passé 30 ans en tant que grand panafricaniste qui sillonnait les quatre parties du monde, les quatre coins du monde, liant des alliances avec le Cuba. Que fut son combat? Que fut son combat en Afrique? En Afrique, c'était le panafricanisme. Il cherchait une Afrique unie, socialiste. Je trouve très dommage parce que vous avez parlé du fait qu'il a passé 30 ans de sa vie en Guinée, donc 69 à 98. Aux États-Unis, jusqu'à présent, il est assez bien connu, malgré le fait qu'on a essayé de l'éliminer de l'histoire, vu qu'il il était plutôt penché sur une approche un peu plus agressive que celle de la non-violence. Mais il reste une personne très connue là-bas et dans beaucoup de pays. Hier, j'étais dans un certain ministère, je parlais à un Afro-Brésilien où là-bas, je sais que j'ai fait 2-3 rencontres. Je peux vous dire qu'il y a des sénateurs qui faisaient tout pour me rechercher. J'ai eu droit à des festins dans des grands restaurants du fait que j'étais le fils de Stokely Carmichael. Malheureusement, en Guinée, il n'est pas aussi reconnu et il fait partie du patrimoine guinéen. Ouais. Le contraire, je pense qu'il a été l'époux de Myriam Makeba. Alors, est-ce que c'est ce qui a provoqué le départ de Myriam Makeba des États-Unis? Parce qu'elle y était aussi. Elle y était. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du fait qu'elle s'est mariée, déjà, il était en ce moment vu comme le Malcolm X des États-Unis. Malcolm X était mort. Le président américain du temps, qui était Johnson, qui avait suivi Kennedy, qui était le vice-président de Kennedy. Donc, quand Kennedy a été assassiné, c'était lui qui était devenu président, était très inquiet et demandait que l'FBI et la CIA lui donnent des rapports quelques fois la semaine. Donc, ce qui a fait que ça a commencé maintenant, disons, ces groupes d'intelligence et tout le suivaient et l'harcelait. Et ce, pour le reste de sa vie. Et donc, il y a eu beaucoup on a essayé de l'assassiner plusieurs fois. Donc, quand il s'est marié à Myriam Makeba, du fait qu'il était devenu comme un ennemi public du gouvernement, ils ont annulé tous ses concerts. C'est-à-dire qu'elle avait toute une tournée, on a annulé tout, elle était devenue, bon, tu t'es marié à ce militant, donc toi aussi, tu es devenu notre ennemi. Donc, elle ne pouvait plus faire sa vie aux États-Unis. Et lui, bon, après beaucoup de fois, si vous ratez un attentat, et vous ratez à 2, vous ratez à 3, vous continuez, bien sûr que ça ne va pas vous échapper. Et entre-temps, il avait déjà reçu une invitation de Kwame Nkrumah de venir en Guinée. Et donc, il est parti au très bon moment. Et ne serait-ce que la protection du gouvernement guinéen, je pense qu'il serait mort. Ma petite question là-dessus, c'est est-ce que les Black Panthers, c'était l'opposé du Ku Klux Klan? Est-ce que c'est une réaction contre le Ku Klux Klan? Donc, malheureusement, c'est la dépiction qu'on donne aux États-Unis et ce n'est pas une dépiction correcte. Je vais vous dire pourquoi. Le Black Panther qu'on connaît aujourd'hui, c'est un parti qui est venu plus tard, qu'il a intégré. Mais le Black Panther, originellement, c'est un parti qu'il a créé lui-même. Ce qui se passait, c'est qu'il est parti au sud, à Alabama, avec le groupe avec lequel il était, qui s'appelait SNCC, Student Non-Violent Coordinating Committee, qui est le comité des étudiants non-violents. Il est parti là-bas. Les Noirs n'avaient pas le droit de voter. Ouais. Mais l'État fédéral avait passé une loi disant que non, effectivement, il faut que les Noirs votent. Mais il y a beaucoup d'États où on les refusait. Donc, il est parti là-bas avec un groupe et il s'est mis à enregistrer les Noirs à voter. Malgré que ceci, bien sûr, vous allez voir, même si vous venez à l'exposition, et j'invite tous les Guinéens à venir, où le Ku Klux Klan même brûlait sa voiture. Il y a même ma grand-mère qui m'explique, tu sais, moi, je voyais ton père revenir de la maison avec des balles partout dans la voiture, et je ne sais pas comment Dieu a pu sauver sa vie. Et bon, il enregistrait ces Noirs à voter. Il faisait 80% de cette ville. Les Blancs faisaient 20%, mais les Blancs gardaient le pouvoir politique et refusaient qu'un Noir exerce son droit fondamental. Ouais. Donc, il a changé la donne. En changeant la donne, ils ont créé un parti politique qui s'appelait le Parti de la liberté de Lowndes County, Lowndes County Freedom Organization. Et l'emblème, c'était le Black Panther.
Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'était juste pour exercer le droit. Black Panther, donc les gens voyaient ça comme étant l'opposé, mais complètement différent. Parce qu'eux, ils avaient un concept de pouvoir noir où les Noirs doivent se remonter. Pas pour dire qu'on est suprême ou voilà quoi, mais bon, on a cette situation, plutôt position qui n'est pas la même que celle des Blancs et on doit la changer. Voilà, on parle histoire ce matin chez les Grandes Gueules. L'autre particularité, parce que quand vous dites qu'il a consacré sa vie au panafricanisme, ça c'est très important. D'ailleurs, on va poser la question dans un instant à l'autre deuxième invité. Qu'est-ce qu'il a fait en Guinée? Parce que quand vous dites que il était méconnu dans notre pays, comment est-ce possible justement? J'arrive pas à comprendre. Vous allez revenir peut-être sur quelques points. 30 ans en Guinée, c'est pas 30 jours. C'est pas 30 jours. Ouais. C'est pas 30 jours. Bon, il faut dire aussi qu'il voyageait beaucoup. Ouais. Mais bon, en Guinée, écoutez, hein, les gens de cette génération le connaissent assez bien et vous pouvez parler. Et quand vous allez on aura une inauguration où beaucoup de gens parleraient de lui. Il a donné des cours à Poli. Il était aussi en ce moment, je pensais qu'il donnait des cours au GRDA. Après, pendant les années 90, il fut membre du comité central du PDG. Donc, c'est pas. Donc, il était là, assez connu. Il était intégré dans le tissu politique guinéen. Totalement, pas seulement intégré dans le tissu politique, mais intégré et adapté à la vie guinéenne. Donc, voilà quelqu'un qui était très reconnu pendant les années 60 comme un homme, un des jeunes noirs les plus brillants. Aussi assez brillant pour que Barack Obama en parle au moins 2 fois dans sa biographie. Oui. Et donc, il pouvait accéder à toutes les fonctions aux États-Unis. Il a quitté ça pour venir ici en Guinée où on le voyait dans des boubous, dans des chaussures plastiques, dans une babille, avec toute l'humilité qui venait avec. Ouais. Voilà. Monsieur Marico aussi avec nous dans ce studio. Bonjour et bienvenue. On vous sait très panafricaniste, si on peut se dire ainsi. En quoi c'est important pour vous de commémorer le 20e anniversaire de la disparition. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être encore une deuxième fois sur votre plateau, ou bien une troisième fois, parce que la deuxième fois c'était au Mali. Maintenant on se retrouve ici. Et je suis venu ici pour commémorer 2 anniversaires en un. Ok. Le 29 novembre 1970, il y a eu l'agression portugaise contre la Guinée. Ce n'était pas une agression contre la Guinée en tant que telle, mais c'était pour mettre fin à l'implication de la Guinée au combat de libération de toute l'Afrique, précisément de la Guinée-Bissau. Ça, c'est extrêmement important. Et je suis venu célébrer un homme qui avait dit clairement que quel que soit le mois de son décès, il souhaiterait être enterré le 22 novembre 1970 pour avoir participé pleinement au combat de libération africaine, à savoir la libération de la Guinée-Bissau, dirigée à l'époque dont le combat était dirigé par Amilcar Cabral. Maintenant, parler de Stokely Carmichael, franchement, moi aussi, je suis très touché. Parce que la jeunesse africaine aujourd'hui, les Africains de façon générale aujourd'hui, nous devons aller à nos références. Et c'est évidemment, il y a un adage bien connu qui dit « Nul n'est prophète chez soi ». C'est vrai. Chez soi, concernant Stokely Carmichael, concernant Kwame Touré, c'est ici, en Guinée-Conakry, puisque je l'ai rencontré la première fois ici, en Guinée-Conakry. C'est un homme. Si on parle de Barack Obama aujourd'hui, je vois tous les Africains s'agiter, Barack Obama, etc. Barack Obama n'est absolument rien du tout que la consécration, en partie, une petite partie de la consécration des combats des hommes politiques qui ont participé à lever les consciences noires et à se battre pour que le noir soit reconnu à égalité et à équité avec l'homme blanc. Donc un combat de couleur. Deuxième chose, un combat contre la traite négrière qui a complètement vidé le continent africain. Et la troisième chose, le pacte colonial qui a fait que pendant des années, à peu près 70 ans de colonisation, nous l'avons connu et nous continuons à traîner les séquelles de ce pacte colonial qui a été revisité avec les histoires du FMI et de la Banque mondiale qui aujourd'hui gouvernent nos pays, en réalité, qui manquent aujourd'hui d'indépendance et de souveraineté. Et la question africaine se trouve là. Stokely Carmichael, pour parler de Kwame Touré. Kwame Touré, pour le connaître, il a fasciné notre génération. Vous savez, c'était le plus jeune
par rapport à Malcolm X et par rapport à Martin Luther King. Jeune fougueux, c'était vraiment le représentant naturel. C'était lui qui devrait succéder à Malcolm X. Et vous savez comment Malcolm X et puis Martin Luther King ont été liquidés par la vermine raciste américaine. Et vous devez savoir aussi, et surtout retenir aussi, que pour les Ku Klux Klan, ce n'était pas l'autre pendant le Ku Klux Klan. En fait, le Ku Klux Klan a été lâché contre les Noirs, lâché contre les leaders noirs qui se battaient pour l'éveil des consciences noires et en même temps pour l'accession des Noirs au pouvoir, à tous les pouvoirs. Il ne s'agit pas simplement du pouvoir institutionnel. C'est pourquoi Kwame Touré, je préfère parler de Kwame Touré, c'est pour cette raison que Kwame Touré a parlé de racisme institutionnel. C'est-à-dire le racisme était à tous les niveaux de toutes les institutions et qui montraient leur incapacité à établir l'équité et l'égalité pour un pays qui se dit toujours pays des droits de l'homme. Et pour ce qui concerne l'Europe, qui avait créé le Code noir. Et au moins, on créé le Code noir et on votait les droits de l'homme pour toute l'humanité. On créait le Code noir qui faisait du noir, qui excluait le noir de tout et de tout et de tout. Bon, maintenant, ça reprend son forme. Moi, j'ai connu Kwame Touré ici, en Guinée-Conakry, pour être venu le 22 août. Il fait partie d'une de mes motivations à venir en Guinée-Conakry, en plus de celle de Ahmed Sékou Touré. Oui. J'étais venu donc en Guinée, je l'ai rencontré. La première fois, nous avons emprunté le même véhicule du palais du peuple, du palais de Sékou Touré, à notre hôtel. Et je dois dire que ce jour-là, j'étais impressionné parce que des jeunes élèves qui venaient de Mali, qui avaient été pourchassés par le régime de Moussa Traoré à l'époque, qui viennent et de l'hôtel qui marche, qui va directement au palais sans être arrêté par un garde et rien, il fallait le faire. Et c'est là où j'ai rencontré la première fois Stokely Carmichael. J'étais vraiment impressionné par sa simplicité, par sa capacité de communiquer et par la profondeur de ses convictions. Et ce n'est pas des buildings qu'il a fait, ce n'est pas des ponts qu'il a fait, mais il a fait ce qu'il devrait créer cela. C'est-à-dire être derrière les activistes africains, être avec les jeunes de notre âge à l'époque pour nous encourager, nous galvaniser dans le combat qu'on faisait et apprendre à croire, à avoir confiance en nous-mêmes comme êtres humains, avoir confiance en nos pays comme étant capables de nous mettre dans des conditions décentes et comprendre que nous sommes les auteurs, nous devons être les auteurs de l'émancipation de nos peuples et de notre pays, de nos pays que nous devons élever. Alors c'est pour cette raison le parti qu'il a créé, c'était le parti de tout le peuple africain pour le socialisme. Il avait une option, il avait une conviction qui faisait qu'il devrait militer avec les jeunes Guinéens. Ouais. Et je dois dire que pendant... Est-ce que c'est pas un déphasage, parce que quand on prend sur le continent les présidents panafricanistes, je prends le cas d'Alpha Condé, entre autres, on va revenir, parce qu'il faut pas qu'on parle politique, Mariko, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à cerner, vous êtes malien, depuis la Guinée, il a une influence sur vous, comment expliquer cela? Mais, vous savez, nous croyons... Nous croyons à l'unité africaine. On n'est pas en déphasage. Tant que nous ne ferons pas l'unité africaine sur des bases et des principes clairs, il est difficile que nous émergions. Ça ne veut pas dire qu'un seul pays africain ne veut pas émerger. Si, on peut émerger. Un pays comme le Mali peut émerger, être une puissance sous-régionale, mais il se sera sans lendemain s'il n'est pas avec son allié naturel que la Guinée-Conakry, que c'est pays de frontières, que des pays de frontières. Vous savez, nous voulons compter et il faut que nous comptions. C'est une question d'éducation. Quand on parle de mondialisation, on parle de mondialisation, mais nous sommes exclus de la mondialisation en fait. Nous ne connaissons que les conséquences désastreuses de cette mondialisation. Alors pourquoi nous, en sachant que nous devons compter, qu'on ne peut pas gommer les relations internationales d'un revers de la main, que nous ne pouvons pas continuer à être des expulsés et des bloqués aux frontières. Et en même temps, vous avez su, j'ai suivi un peu tout de suite le combat des enseignants. J'ai suivi le professeur Alpha Condé pendant l'indépendance, son discours de l'indépendance passée. Et il disait, à fort raison, il disait clairement que
le FMI, il parlait du FMI, il parlait de la Banque mondiale, il parlait de ce que l'Europe imposait aux Africains. Et aussi, il parlait, et ce qui était intéressant, il parlait du fait que nous sommes toujours condamnés, les Européens nous condamnent toujours, le capital européen nous condamne toujours, mais ne reconnaît jamais sa responsabilité, ses responsabilités dans la situation actuelle. Bien. Allez. Oui, de tels discours, on a l'habitude de les entendre. Après, la question, c'est au niveau des actes. Aujourd'hui, comment comprendre l'échec des dirigeants africains? Il y en a les premiers qui se sont battus, comme celui de qui vous parlez aujourd'hui. Normalement, le rêve à l'époque, c'était que ce flambeau qu'on puisse tenir et que l'Afrique ne soit pas à ce stade aujourd'hui. À quel moment on peut situer l'échec sur le continent? Comment comprendre qu'aujourd'hui, on en soit là? Bon, moi, je ne parlerai pas d'échec sur le continent. Ouais, je pense qu'il y a une certaine situation en Guinée qui est différente. Et en Guinée, soyons clairs et nets, on continue à repayer notre non à la France. Hein. Peut-être qu'il y en a qui voient ça comme étant peut-être pas vrai, mais 50 ans, 60 ans, vous m'excusez, c'est très peu dans l'histoire du monde. Et il y a d'autres pays qui s'en sortent nettement mieux. C'est vrai que l'Afrique aurait dû être beaucoup plus loin, mais là, ces dernières années, quand même, on voit quelque chose d'autre. Moi, je voulais dire sur le plan panafricaniste, parce que je suis d'une différente génération de celle de mon père et de celle de M. Marico. Mais pour avoir sillonné l'Afrique, j'ai fait un peu plus de 23 pays en Afrique, j'ai vécu dans beaucoup d'autres pays en Afrique. Quand on parle du panafricanisme, et même quand on parle de ces institutions, même aujourd'hui, FMI, Banque mondiale et tout ça, eux-mêmes, ils réalisent que des pays comme la Guinée, qui ont 12 millions d'habitants, ne peuvent pas s'en sortir tout seuls contre des pays comme l'Amérique, qui a 300 millions d'habitants ou plus. Et qu'on a des marchés qui sont trop petits pour pouvoir compétir à une échelle suffisante. Donc, il faut que quand même, à un moment, on commence à penser à plus que mon village contre ton village, dans lequel la Guinée se retrouve aujourd'hui, malheureusement, et qu'on commence à penser à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus conséquent. Quoi. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? La question de savoir où est-ce qu'on situe l'échec. Où est-ce qu'on situe l'échec? À mon avis, l'échec, il y a eu certains combats permanents. Il y a un combat permanent avec ses hauts et ses bas depuis avant l'indépendance à l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Si vous voyez des gens aujourd'hui qui sont en train de mal juger Samori Touré pour avoir résisté à la France, il y a des Africains qui jugent mal Samori Touré, qui demandent que Samori aurait dû collaborer. Donc il y a une réécriture extraordinaire. Donc c'est pour vous dire que c'est un combat permanent et l'échec, à mon avis, si on parle d'échec, en tout cas le fait que nous n'ayons pas à présent le résultat que nous attendons, c'est dû aussi en part, je pense que nous n'avons pas bien compris les pertes de l'indépendance. Ouais. Nous les avons faussement combattus. Nous les avons combattus à tort, sur beaucoup de plans. Sur là où nous devons valoriser leur combat, nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est un problème. Et le postulat, si nous devons l'avoir, partons du combat de l'indépendance. Quand on sait qu'un président comme Houphouët-Boigny, au soir de la vie de Sékou Touré, parce qu'on croyait que c'était au soir de sa vie à lui, quand on sait qu'un Houphouët-Boigny avait déjà pensé la monnaie africaine et avait marché en arrière pour regarder Sékou Touré qui a résisté aux Français pendant longtemps, quand Houphouët-Boigny demandait à Sékou de se préparer pour qu'il puisse sortir du franc CFA. Il avait laissé cette responsabilité à Sékou Touré parce que lui et Sékou, ils s'étaient combattus et lui, il a été le chantre des Français, mais il s'est rendu compte après que, Dieu merci, Sékou Touré a résisté, la Guinée a payé le prix par la paupérisation. Lui, il y a eu un semblant de richesse, mais il a compris que ça ne peut pas aller loin. Et là, Sékou, il avait voulu que Sékou Touré prépare les bases de la création, de la sortie du franc CFA, de la création de la monnaie ouest-africaine. Mais la mort a rattrapé trop vite Sékou Touré et ce combat n'a pas allé. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne ces repères-là pour positiver notre histoire, cultiver l'honnêteté vis-à-vis de nos peuples et la fidélité vis-à-vis des problèmes de nos citoyens. Je crois que Skolkrek Kalmakoel, son combat a été, il a beaucoup donné à la jeune Guinéenne. Je l'enviais beaucoup, j'enviais beaucoup les jeunes Guinéens à l'époque parce qu'il les soutenait, même sous le régime de
de l'autre là, d'Alpha Condé. Il les soutenait. Il était là, il travaillait clandestinement. Il a beaucoup travaillé pour le préparer à cela. Mais malheureusement, bien. Juste pour dire c'est sur ce qu'on invite tout le monde à venir, parce que vous allez voir quand même une partie de l'histoire guinéenne qui est très importante, qu'on oublie aujourd'hui. Il fut un moment où la Guinée était le centre. Et la Guinée rayonnait mondialement, hein, pas juste en Afrique. On avait ici les Amilcar Cabral, les Kwame Touré, Nelson Mandela était là, et des gens de tous les mouvements de libération africaine. Ouais. Et donc, voilà. Bien. Venez voir ça. Merci. Vous êtes pressé, vous avez le temps, je ne veux plus le temps. Un mot forcément sur votre actualité à vous. Vous sortez de la présidentielle qui a vu Ibeka réélu pour un dernier mandat. Reprendre le pouvoir. Ouais. Mais disons simplement, je vous dis, qu'est-ce que vous arrêtez et quel regard vous portez sur la situation politique en Guinée? Je reviens tout de suite là-dessus à une seule phrase pour dire aux jeunes Guinéens qui m'écoutaient, aux jeunes Africains qui nous écoutent. Je vais simplement dire, vous n'allez pas réinventer la roue de l'histoire. On n'a rien à réinventer. Marchons sur les traces des gens qui ont été des symboles pour nous. Et battons-nous pour les protéger contre ceux-là qu'ils ont combattus et dont leurs forces n'ont pas réussi à les mettre. Et le Mali, nous venons d'une situation d'élection, nous venons d'une répression de manifestations le vendredi dernier tout près. J'ai pris plein de gaz et puis le député de mon parti a été molesté. Il s'en est sorti avec une côte cassée. Il avait le macaron de l'Assemblée nationale. Cela n'a pas empêché les policiers qui ont été policiers par le régime à marcher sur le drapeau national en marchant sur un député qu'ils ont complètement cassé. C'est la conséquence de l'élection bâclée, de la non-élection de juillet 2018. Et je vous avais dit que si les élections étaient à 40% transparentes, je serais au deuxième tour. Et ce n'est pas du n'importe quoi. Il n'y a pas eu d'élection à la République du Mali. Ça, il faut que les gens le notent une fois pour toutes. Et je le dis d'ailleurs à ceux qui disent Ibeka n'a pas gagné, nous avons gagné. Je leur dis c'est absolument faux. Il n'y a pas eu d'élection. Ibeka a fait un coup d'État institutionnel. Il a régné par la force. Et les Africains doivent tirer les enseignements de toutes ces élections truquées à travers le continent pour se poser la question sur le mode de prise de pouvoir dans nos différents pays. Il n'y a pas eu d'élection. Ibeka s'est consacré président par la force et il a été avalisé par la communauté internationale, par la France qui désire que Ibeka applique des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui vont dépecer notre pays. Aujourd'hui, on n'a pas fini, on n'a pas réussi totalement à opposer les différentes ethnies au Mali. Ils n'ont pas réussi parce qu'il y a toujours des phénomènes où les gens se retrouvent pour dire non, on est en train de faire la bêtise. Les Peuls contre les Dogons, les Dogons contre les Peuls contre les Bambara. Ça a pris des proportions aujourd'hui, mais malgré que les gens soient dans le combat, ils se disent non, quand même, pourquoi nous allons continuer à nous tuer? Il y a ces questions qui existent encore à la République du Mali qui fait que j'ai l'impression que vous parlez de la Guinée là. Ils n'ont pas réussi. Non, il y a une différence. Ils n'ont pas réussi. Mais si. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à ce que les ethnies continuent à s'entretuer. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est ils sont en train de vouloir renforcer ce germe-là en poussant le président Ibrahim Boubacar Keïta à dépêcher le Mali. À dépêcher le Mali avec soi-disant d'approcher l'administration des administrés. Mais en réalité, ils sont en train de construire un Mali ethnique. Bien. C'est ce qu'Ibrahim Boubacar Keïta est en train de faire. C'est-à-dire que chez nous, le combat interethnique est initié d'en haut. Et en haut. Oui. En haut, évidemment, c'est la France. Oui. Et là-haut, j'ai l'impression que vous parlez de nos pays. Dernière question, s'il vous plaît. Dernière question. Est-ce que vous allez complètement tirer les leçons de cet autre échec? Parce que ce n'est pas la première fois que vous vous présentez à une élection présidentielle. La fois dernière, quand je vous ai eu sur le plateau, vous étiez très confiant d'être au deuxième tour. Alors, est-ce qu'avec 3 échecs, vous allez dire, ben, ça va maintenant, je me consacre à autre chose? Ensuite, l'autre question. Au nord du Mali, vous parliez sur le plateau, l'interview que nous avons eue d'Amadou Koufa. Eh bien, il y a une interview que France 24 a diffusée. Amadou Koufa s'est exprimé, il n'était pas seul avec 2 autres chefs seigneurs djihadistes. Eh bien, il a affirmé qu'il se pourrait qu'il y ait donc ce djihad
dans toute la contrée où sa communauté réside. Est-ce que vous pensez, parce que c'est un homme que vous dites que le pouvoir est en train de diaboliser, qu'il fallait dialoguer avec lui, est-ce que vous pensez que c'est dangereux ce qu'il a donné comme message, ou bien il y a une autre approche pour pouvoir épargner la Guinée de ces menaces djihadistes? Ma confiance est découlée de l'organisation correcte des élections. Mais j'avais bel et bien dit que au temps où on était, les élections n'allaient pas se passer de façon correcte. Je l'avais dit. Moi, je suis un combattant et mon espoir, c'est dans le combat. Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.